Bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors, je vais passer à un thème qui concerne toujours la traduction. J'ai intitulé ma communication « Traduire la langue ou la question de la langue » autour des journées des Tourbines de Mikhaïl Bulgakov, qui est une pièce connue de cet auteur. Alors, je ne vais pas m'attarder à présenter Mikhaïl Bulgakov, ni la querelle qui oppose les slavistes européens depuis maintenant plusieurs années sur le fait de savoir si cet auteur russophone né en Ukraine doit être considéré comme russe ou comme ukrainien. Mon exposé ne cherchera absolument pas à répondre à cette question. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de réfléchir à la lumière d'un texte singulier qui engage à bien des égards la notion de multilinguisme, donc au croisement de mes trois thèmes favoris de recherche, à savoir le théâtre, la traduction et l'instrumentalisation politique des langues. Alors le texte dont je vais parler a d'abord pris la forme d'un roman, un roman sur la guerre civile en Ukraine, donc 1918-1920, qui a été écrit sous le titre La Garde Blanche, Bielaya Gvardia. Puis, ce roman a pris la forme d'une pièce de théâtre intitulée Les Jours des Tourbines, que le théâtre artistique de Moscou joue non sans remous en 1926 seulement. Et il est intéressant de noter que même si cette pièce passa pour être l'une des favorites de M. Staline, la première édition soviétique du roman n'est datée que de 1966. Donc c'est déjà un texte qui pose problème du point de vue de la censure. Cette publication tardive paraît donc censurée en 1966 aussi de certaines phrases qui sont considérées comme ne donnant pas la meilleure image que l'on puisse espérer finalement de l'Ukraine des années 1918-1920. Donc c'est un texte édulcoré qui paraît, et trois points donc intéressent donc mon exposé. Le premier, c'est comment sont traitées les langues dans la Garde Blanche. Comment évolue le discours sur les langues dans la transposition théâtrale du roman? Et enfin, comment la traduction française de la pièce, parue donc chez Robert Laffont en 1970, a rendu compte de cette relation conflictuelle. Alors, je vous fais passer ce livre parce qu'il est assez unique. Voilà, on vient de le regarder. Donc, je vais partir d'abord du texte original. L'action du récit nous transporte donc à Kiev à la fin de 1918, où la guerre entre les Russes et les Allemands se voit successivement recouverte par un conflit grandissant entre Russes et Ukrainiens, comme d'ailleurs entre rouges et blancs. Tout en narrant l'histoire d'une famille, les Tourbines, qui tente de tirer son épingle du jeu dans ce qui devient bientôt le compte-rendu détaillé d'un chaos, Bulgakov met en scène, par la voix de ses principaux personnages, ce qui sépare les russophones des ukrainophones en cette époque de crise. Alors tout d'abord, la frontière est d'emblée présentée par lui comme étant sociale. Dès la page 35 de ce livre, Bulgakov met en scène le récit d'un dialogue entre un officier russophone et un vieux paysan ukrainophone. La relation d'allégeance qui apparaît dans ce dialogue entre les deux langues illustre et corrobore celle qui existe entre les deux hommes. L'ukrainien est donc présenté dans un rapport hiérarchique comme étant aux Russes ce que la paysannerie est à la noblesse. Dans le roman, les jeux sur les langues servent à marquer les frontières politiques également. Ces frontières existent entre les personnages. Le pays semble nettement divisé entre ceux qui, ukrainophones, se sont rangés du côté de Pétiora. Alors, je vous rappelle qui était ce personnage, et ceux qui, russophones, sont restés loyaux à l'Empire de Russie. Dans ce contexte, parler telle ou telle langue se résume bien à un acte politique fort. Par exemple, chez les Tourbines, russophones et loyaux à l'Empire, on ne décolère pas contre, je cite, cette infâme comédie appelée ukrainisation. Donc, page 57 du livre. La mise en présence des deux langues permet ainsi à l'auteur de renforcer le discours de ses personnages sur le caractère absurde des incompréhensions qui opposent les deux camps. Un des passages les plus célèbres du roman qui en témoigne est justement à la page 57 de l'édition française,
lorsque Tourbine relate une de ses discussions avec le docteur Kouritsky, qui s'est ukrainisé en Kouritsiki, et je cite, voilà. Alors tenez, avant-hier, je demande à cette canaille de docteur Kouritsiki, lequel, figurez-vous, a déjà appris de parler russe depuis novembre dernier, et de Kouritsky est devenu Kouritsiki. Bref, je lui demande comment dit-on côte, c'est-à-dire un chat en russe, en ukrainien. Il me répond kit, c'est-à-dire une baleine en russe. Ah bon, dis-je, et comment dit-on baleine alors? Sur quoi il me regarde avec des yeux ronds et se tait, depuis il m'en veut à mort. Nicolas rit aux éclats et poursuit. Ils ne peuvent pas connaître le mot kit, parce qu'en Ukraine, on ne rencontre guère de baleines, tandis qu'en Russie, on trouve de tout en abondance. Il y en a dans la mer Blanche, toujours page 57. Alors on pourrait gloser très longtemps sur cette seule citation qui en dit très long finalement sur la conception de la langue qui est au fondement des discours du héros bulgakovien, ainsi que sur le principe de traduction par l'absurde qui semble presque logiquement en découler. Alors premièrement, force est ici de constater qu'on n'apprend pas l'ukrainien. En fait, on désapprend le russe. Ensuite, en deuxième point, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'à cet apprentissage vu par la négative, il convient d'ajouter que la traduction n'est invoquée que pour souligner le caractère déviant de l'ukrainien par rapport au russe. Parler ukrainien, cela revient à faire d'un chat une baleine, bien sûr. 3. Le russe est ici présenté comme étant plus riche par nature que l'ukrainien, dont la pauvreté lexicale et, par voie de conséquence, l'infériorité, donc, se voit indexé sur les caractéristiques de son environnement. Il n'existe pas de mot ukrainien pour baleine parce que les Ukrainiens n'ont pas la mer Blanche, ce qui revient aussi à dire que les Ukrainiens ne pourraient pas avoir, sans la langue plus avancée des Russes, une idée, en l'occurrence celle de la baleine, pour laquelle ils ne possèdent pas naturellement de mots. Donc, ce tableau serait toutefois incomplet si on manquait à noter qu'aux frontières politiques et sociales induites dans le roman par ces représentations des relations d'allégeance, de concurrence et de domination entre les deux langues correspondent bien évidemment aussi des frontières ethniques. Dans le discours de Tourbine, la simplicité et l'infériorité de l'ukrainien est corrélée à la faiblesse numérique de ses locuteurs vis-à-vis de la grande majorité des russophones résidant sur, je cite, la terre ukrainienne, et dont la russophonie se présente d'abord et avant tout comme une preuve de russité. Alors, il y a une autre partie du dialogue que je cite, Tchervinsky, nous sommes en terre ukrainienne, il y a ici des gens qui veulent parler cette langue, eh bien soit, Tourbine, mais ils sont 5% contre 80% de Russes. Page 59, notez qu'on parle bien de Russes, pas de russophones. Donc parler russe signifie être russe. Pas tout à fait, quand même. Voilà. Donc là, on rentre dans l'idéologie, c'est très intéressant pour moi. La correspondance stricte entre ethnie et langue est toutefois mise à mal lors du récit de l'assassinat par le chef des Haïdamak, ukrainien, du juif Feldman. C'est-à-dire qu'on voit que ce qui vaut pour les Russes ne vaut pas toujours pour les Ukrainiens et inversement dans le texte. Alors, il ne suffit pas au juif Feldman finalement de parler l'ukrainien, puisque lui parle l'ukrainien dans le texte, pour être connu comme un adjuvant de la cause ukrainienne. Donc, il reste juif, en fait, lui, très clairement. Celui-ci est associé par le chef des Cosaques, Galampa, au clan des Russes, et le jeu sur les langues désigne l'ukrainien comme cette langue dans laquelle se pense l'antisémitisme et se pratiquent les pogroms anti-juifs de Russie. Donc, dans la Garde Blanche, cet aspect finit de stigmatiser l'ukrainien en tant que langue d'une minorité tout à la fois politique, sociale et ethnique. Donc l'idée, en parfait accord avec la rhétorique impériale et raciologique européenne du XIXe siècle, est bien que certaines langues véhiculent la barbarie de façon intrinsèque, par opposition à celles qui, comme le russe par exemple, possèdent un statut de langue de progrès et de civilisation. Dans la Garde Blanche, les relations entre les personnages ne s'organisent donc pas autour de l'idée de rendre compte du bilinguisme propre à une société, par exemple ukrainienne. Le bilinguisme est vu ici au travers du prisme d'une idéologie de la langue propre à la pensée coloniale. Alors, je vous renvoie ici à un livre que j'ai écrit, justement où j'essaye d'amener les preuves de tout ça, qui s'appelle « La construction idéologique slave orientale, langue, race et nation dans la Russie du XIXe siècle », où j'analyse en détail les fondements de cette idéologie, justement, dont je parle maintenant, et de la relation, justement, entre langue et racisme, pour dire les choses clairement.
Il m'intéresse ici de noter que lorsque Mikhail Bulgakov écrit Les Journées des Tourbines pour le théâtre, à partir de la Garde Blanche, son discours sur la langue est sujet à une première forme de transposition. Au théâtre, la langue acquiert en effet une dimension physique et charnelle par le truchement du jeu des acteurs, ce dont ne rend pas compte le roman. Ici, l'Ukrainien fait son entrée en scène au premier tableau de l'acte 2, où l'action se déroule dans le bureau de Letman. Alors, il y a déjà... Je vous laisse découvrir le texte au fur et à mesure de la citation. Je vous lirai la partie française. Il y a déjà longtemps que je voulais vous faire remarquer à vous et aux autres aides de camp que vous devez parler ukrainien. C'est une honte à la fin. Pas un seul de mes officiers ne parle la langue du pays et cela produit une impression désastreuse sur les troupes ukrainiennes. Ensuite, c'est écrit en quelque chose et on va découvrir que c'est de l'occitan. Tchervinsky, à vos ordres, Votre Altesse, l'aide de camp de permanence. Le cornet prince apparaissait toujours de dire prince dans leur patois ukrainien, purée à haute voix Novoljitsev, assurant ses fonctions par intérim, et nous revenons à l'occitan. Parlez donc russe, dit Letman. Cette partie du dialogue n'existe pas dans la Garde Blanche, c'est-à-dire n'existe pas dans l'original. Elle est créée spécifiquement pour le texte dramatique. Elle permet de mettre dans la bouche du chef des armées ukrainiennes l'idée, développée à plusieurs reprises par les personnages pro-russes du roman, que personne ne comprend l'ukrainien en Ukraine, y compris dans les rangs des autorités locales. La langue de l'intercompréhension reste donc de facto le russe. On notera également que le terme patois est ici prononcé pour désigner la langue ukrainienne, ce qui n'était pas explicitement le cas dans le roman. La transposition du récit en action théâtrale semble donc donner une tournure plus radicale au discours sur la hiérarchie entre les langues russes et ukrainiennes, dans un contexte où la langue russe est montrée comme étant celle du commandement militaire par excellence et où le rapport de vassalité entre les personnages fait clairement écho à celui qui est mis ici en scène entre les langues. Force est également de constater que l'ukrainien, au contraire du russe, n'est donc pas ici traduit en français. Et c'est là que j'en arrive au cœur de mon exposé en fait, puisque le traducteur Paul Kalinine fait suivre ce dialogue d'une note où il écrit, je cite, « Sur l'équivalence choisie pour l'ukrainien, voir appendice, page 378 ». Et il convient ici de donner le texte de cet appendice, et donc je cite Paul Kalinine. Et là on va commencer à s'amuser vraiment. Bulgakov, on l'a indiqué en note plus haut, aime à jouer sur l'effet de surprise que provoque la rupture de la continuité linguistique. Il n'hésite pas à laisser les officiers allemands s'adresser à Letman dans la langue de leur pays, premier tableau du deuxième acte. Et le cinquième rêve de la fuite offre une véritable babel qui mélange turc, italien, anglais, français et russe. Dans les Journées des Tourbines, le russe affiné et littéraire des Tourbines et de leur entourage s'oppose à l'ukrainien frustre et fleurant le terroir des partisans de Petlura et définit un antagonisme fondamental nord-sud en même temps qu'un affrontement de classe. Alors sur cette phrase on peut écrire une thèse. Dans la présente traduction, on a voulu donc un choc comparable, dit le traducteur, en recourant à l'occitan. Ça a des conséquences. Pour s'arrêter à l'un des dialectes de la langue d'oc, il a fallu procéder par élimination. Depuis Molière, la biche espagnole, le limousin, l'auvergnat ou le provençal eussent imposé le sentiment d'une localisation trop marquée. Le catalan eût offert trop d'obstacles à la compréhension du spectateur. Pour trancher entre le languedocien et un gascon à forte coloration pyrénéenne, le traducteur avoue qu'il a cédé à des préférences personnelles, mais en ce qu'elles lui semblaient justifiées. On trouvera ci-dessous le texte en clair du dialogue que l'on a pu lire en langue occitane. Alors, voici donc mon interprétation. Moi, je pense que nous avons ici une chance absolument inouïe, puisque le traducteur explicite son parti pris, ce qui est rare, par écrit, et il faut donc analyser ce discours, ou traduire l'ukrainien en occitan, dans un contexte où le russe est parallèlement traduit en français, passe donc pour rendre compte d'une équivalence
Et il faut donc se poser la question d'une équivalence, et précisément entre quoi et quoi. Donc dans le premier paragraphe de ce discours, le traducteur place la démarche plurilingue de Bulgakov du côté de l'invention, au sens où l'auteur aimerait à jouer sur l'effet de surprise que provoque la rupture de la continuité linguistique, plutôt que de rendre compte tout simplement de la réalité des pratiques linguistiques de son temps, puisque autant que Bulgakov, l'Ukraine est de facto bilingue. Donc, position réalité-fiction, c'est déjà très intéressant. Ensuite, il souligne que le fait de ne pas traduire les parties du discours des soldats en allemand en russe relève d'un choix qui pourrait avoir une dimension finalement strictement esthétique. Exemple, si vous ouvrez le texte que je vous ai fait passer, page 227-278, une partie du dialogue est donnée en allemand dans la traduction. Alors, je vous la traduis. Voilà, on va la mettre comme ça en français. Donc on voit que tout ce dialogue-là est donné, paradoxalement, en allemand. Et là, on ne cherche pas d'équivalent, justement, avec une autre langue. Alors, on voit bien que, justement, il ne s'agit pas ici simplement de jouer, entre guillemets, avec l'effet de surprise que provoque la discontinuité linguistique. Il s'agit surtout de montrer que l'Hetman, qui vient d'exiger de ses inférieurs hiérarchiques de parler l'ukrainien, parle également l'allemand, ce qui le positionne comme adjuvant des armées d'occupation allemandes en temps de guerre. Et là, on le souligne bien. À noter que le traducteur laisse ces parties allemandes dans le texte, sans chercher donc à leur trouver justement d'équivalence. Il les traduit en français dans les notes de bas de page, et on ne comprend donc pas son argument qui consiste à dire que traduire l'ukrainien en catalan eût offert trop d'obstacles à la compréhension du spectateur, car comment considérer que la présence de l'allemand dans le texte va justement être parfaitement transparente et compréhensible au spectateur francophone. Au fond, l'occitan n'étant a priori pas toujours plus transparent à un spectateur n'est pas toujours plus transparent à un spectateur francophone. D'ailleurs, le traducteur prend tout de même soin de proposer une traduction de sa traduction de l'ukrainien en occitan, en français, ou comme il le dit lui-même, et ça je trouve l'expression vraiment magnifique, en clair, en fin d'ouvrage, page 376-383. Traduire l'ukrainien devient donc ici une espèce de jeu de poupée russe, et pour résumer, on note qu'il peut y avoir équivalence entre langues minorées, donc, mais on n'a pas d'équivalence, toujours pas d'équivalence, entre langues dites, entre guillemets, de civilisation français, allemand, russe. Autre aspect intéressant et dénotant un fort implicite dans le discours du traducteur, quel est donc ce gascon à forte coloration pyrénéenne qu'il avoue ne pas vouloir utiliser comme équivalent de l'ukrainien? Alors, pense-t-il à la langue basque? Et pourquoi n'est-il donc pas possible en 1970 de citer cette langue de façon explicite? À la question de la langue ukrainienne en Russie dans les années 20, s'adjoint donc celle des langues dites séparatistes dans la France des années 70, une transposition linguistique qui aurait pu sembler bien plus pertinente que l'occitan pour rendre compte du dépassement de la linguistique par le politique, justement à cet endroit, si tant est que c'était bien là, au fond, ce qui taraudait le traducteur, et on ne le saura pas, mais c'est une question. Car sa traduction de l'ukrainien en français en annexe montre qu'il n'y a aucun obstacle d'ordre strictement linguistique à traduire l'ukrainien en français directement dans le texte. Son problème n'est donc pas d'abord et avant tout de traduire l'ukrainien, mais bien de transposer la question de l'ukrainien dans un contexte francophone, tout en restant politiquement correct vis-à-vis d'un lectorat français républicain et tout en distillant une conception également politiquement correcte du rapport entre russe et ukrainien vis-à-vis d'un lectorat d'origine russe. D'où son insistance sur l'idée que, voilà. Dans les journées des Tourbines, le russe affiné et littéraire des Tourbines et de leur entourage s'oppose à l'ukrainien frustre effleurant le terroir des partisans de Petliura et définit un antagonisme fondamental nord contre sud en même temps qu'un affrontement de classe.
Cette citation, il faut vraiment la prendre par cœur et faire travailler tous les étudiants en discours sur les langues dessus pendant des heures. Voilà, parce que en fait, cette assertion mérite que l'on s'arrête un peu, car elle éclaire aussi la raison pour laquelle Paul Kalinin n'a ni choisi le basque ni le catalan pour parfaire sa transposition du fait politique dans sa traduction. Russes et Ukrainiens sont ici décrits comme deux éléments appartenant fondamentalement à un même groupe national, au sein duquel ne se serait joué qu'un conflit, non pas entre deux langues pouvant symboliser l'existence de deux nations, mais entre deux niveaux d'une même langue, l'affiné et le frustre, le littéraire et celui qui fleure dans le terroir. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la confrontation entre Russes et Ukrainiens tout au long du XIXe siècle, on retrouve là une illustration presque parfaite et une prise de position nette dans la querelle qui avait par exemple opposé les historiens Kostomarov et Pogodine au sujet des deux nationalités russiennes de l'Empire, 1860 et quelques, je vous renvoie à mon livre. Et je vous en fait, je vous y renvoie parce que j'analyse dans mon livre cette querelle, puisque les deux hommes se sont provoqués en duel et c'est absolument passionnant à lire. Et bon, je ne vais pas développer ici l'ensemble des thèmes qui ont nourri cette discussion entre eux, mais je préciserai simplement que nous sommes dans un débat qui consiste à définir par le truchement du discours sur la langue où s'arrête le même et où commence le différent. Paul Kalinin choisit par le truchement du choix de l'occitan de souligner que l'on doit considérer le russe et l'ukrainien comme inscrits au sein d'une même généalogie ou lignée linguistique par voie de conséquence ethnique, on ne va pas prononcer racial, mais en fait l'idée est là, donc nationale, si on continue à filer la métaphore. Et de son point de vue, le russe et l'ukrainien ne s'opposent donc pas plus que l'on pourrait opposer la langue de l'élite à celle du peuple, et là ça devient encore plus intéressant, ou la langue du nord à celle du sud au sein d'une même communauté nationale. Force est alors de se demander pourquoi il n'a pas finalement choisi de faire parler les personnages ukrainophones, tout simplement avec un accent du sud, marseillais, on pourrait en trouver d'autres, voilà. Le choix de Paul Kalinin nous en apprend donc autant sur sa conception de la langue russe que sur sa représentation de l'histoire de la langue française, puisque dans son discours, le russe du nord de l'élite se présente parfaitement équivalent à ce qu'on appelle en France la langue d'oïl, tandis que le russe du sud du peuple est ici traité comme un strict équivalent de la langue d'oc. Alors d'un côté, on nous dit qu'il y aurait deux niveaux de langue au sein d'une même communauté nationale, car il ne peut pas y avoir deux nationalités distinctes au sein d'une république considérée commune et indivisible. Mais d'un autre côté, on a affaire aussi à une école de pensée où l'élite ne peut pas être implicitement autre chose qu'un peuple conquérant ancien qui, du fait de sa supériorité, a imposé sa langue au peuple conquis inférieur par nature, puisque conquis, c'est QFD, et c'est bien là l'implicite du discours de M. Kalinin, c'est cet implicite qui explique que dans, justement, son discours, le russe et la langue d'oïl ont donc la même fonction, à savoir d'être à la fois des parlers populaires et à la fois des parlers littéraires standards affinés de l'élite. La langue d'oc, comme l'ukrainien, serait ce qu'il reste de cette langue du peuple archaïsante et n'étant pas parvenue à obtenir ses lettres d'universalité parce que conquis. En outre, en Russie comme en France, l'élite résiderait au nord, tandis que ses vassaux résideraient au sud, car Paul Kalinin l'écrit de façon explicite cette fois. En France comme en Russie, la question de la langue ne traduirait au fond qu'un affrontement de classes parfaitement territorialisé. Or, il se trouve que pour la raciologie européenne du XIXe siècle et la pensée essentialiste, l'affrontement des classes équivaut justement à l'affrontement entre des races. Donc, on retombe sur nos pattes à cet endroit. Ce qui rend encore pour moi ce discours de traducteur absolument exceptionnel, c'est la manière dont, au sein d'une pensée hiérarchique des langues, reprenant presque terme à terme les principes taxinomiques et essentialistes de la pensée impériale, ce dernier introduit, et en cela nous sommes bien dans la France des années 1970, la problématique parfaitement marxiste par ailleurs de langue de classe. Le traducteur semble en effet croire en la validité linguistique et géographique
d'une frontière, y compris en France, entre langue de l'élite et langue du peuple, une idée que l'on retrouve aussi dans la pensée marxiste de la langue, et on doit ici s'interroger sur ce syncrétisme idéologique qui transparaît dans ce discours entre essentialisme et marxisme. C'est fondamentalement intéressant. Voilà, ce syncrétisme entre perception marxiste des rapports de classe dans la langue et essentialisme méthodologique propre au classement impérial des langues est d'autant plus intéressant à remarquer que le fait plurilingue dans la dramaturgie bulgakovienne procède d'une interprétation ancrée dans son temps, c'est-à-dire que les années 1970 en France sont séparées de l'Ukraine des années 20 par un événement tout de même majeur, et là je trouve que M. Kalinine fait très fort, et cet événement majeur s'appelle tout de même la Seconde Guerre mondiale. Lorsque le traducteur divise la France entre un nord et un sud, on ne peut pas s'empêcher de penser à la frontière qui a divisé la France entre zone libre et zone occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. L'implicite étant bien évidemment que le gouvernement pro-allemand de collaboration français résidait au sud, et le traducteur avait-il conscience que la relation d'équivalence justement qu'il introduisait entre l'ukrainien et l'occitan donc allait pouvoir être interprétée comme une comparaison entre hetmanat ukrainien collaborant avec l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et gouvernement de Vichy collaborant avec l'Allemagne durant la Seconde. Cette prise de position est un historique. Pour ce qui concerne la langue de la collaboration avec l'Allemagne en France entre 1939 et 1945, car ce qui est visé ici, c'est bien la politique des langues régionales de Vichy, l'implicite étant que l'occitanisme c'est Vichy, bien que dans la réalité le mouvement occitan est, me semble-t-il, été un petit peu plus complexe et pas tout à fait unanime, mais cette position apparaît pourtant avec d'autant plus de force lorsqu'on lit la scène de l'interrogatoire du déserteur dans le texte, puis celle de l'interrogatoire du cordonnier en occitan, où les propétliura occitanisés partent soudain à cheval à la poursuite de juifs. On perçoit soudain quelle est la responsabilité du traducteur, dont les partis pris peuvent avoir des conséquences quant à ce qui motive la stigmatisation de certaines langues, mais aussi de leurs locuteurs. Car ce parti pris de traduction, je vais conclure, laisse entendre qu'il n'y aurait pas eu de collaboration ni au nord, ni en français, ni de la part de l'élite, bien sûr, pour reprendre les critères de Kalinine. Alors, bon, je vais essayer de conclure vite. Donc, voilà, qu'est-ce que je souhaitais dire encore, excusez-moi. Oui, je voudrais finir sur une autre citation tout de même. Voilà. Encore un exemple de discours de ce traducteur. Le traducteur a choisi la langue occitane comme approximativement la plus évocatrice de la différence entre le russe et l'ukrainien. Il faut bien se dire que le spectateur moscovite, par exemple, reçoit tout autant le choc de l'ukrainien que le spectateur ou lecteur français. J'aime cette équivalence entre moscovite habitant d'une capitale et français habitant d'un pays, recevra celui de l'occitan. Donc, je voulais conclure en fait sur une phrase de Vitesse qui va nous permettre de tout ramasser. Je cite Antoine Vitesse. La traduction, pas plus que le théâtre, ne peut être considérée en elle-même. Elle est toujours située dans le champ des forces politiques. Elle est toujours l'objet d'un enjeu politique et moral. Voilà. Merci de votre attention.